Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'uniforme porté par un soldat du 1st Engineer Special Brigade lors du débarquement le 6 juin 1944 à Utah Beach. Avant toute chose, j'aimerais remercier La Petite Musette, partenaire pour cette vidéo. Vous pourrez retrouver de nombreux éléments de cet uniforme dans leur boutique que vous pourrez retrouver en description. Comme d'habitude, c'est n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une excuse qui vous évitera l'achat de livres, de magazines spécialisés, voire de faire vos propres recherches sur internet. Vous pourrez sans doute me contredire ou compléter ce que j'ai à dire sur de nombreux points. Si c'est le cas, je vous invite à laisser votre avis sourcé en commentaire pour que nous puissions échanger de la bienveillance sur vos idées. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous éviter une vidéo qui durerait 2 heures et vous pourrez retrouver tous les éléments qui composent cette tenue dans la description avec le timing correspondant. La première brigade amphibie du génie a été créée le 15 juin 1942 à Camp Edwards. Environ 2260 hommes furent réaffectés depuis d'autres unités, avec le 37e régiment de combat du génie formant le cœur d'un régiment de bateaux et le 87e bataillon de pontons lourds. Le 7 juillet 1942, le brigadier général Henry C. Wolfe fut nommé général commandant de cette brigade. Celle-ci s'entraîna jusqu'au 15 juillet, avant d'être placée sous l'autorité du commandement de l'entraînement amphibie. La brigade fut retirée plus tôt que prévu du centre d'entraînement amphibie et est envoyé en Angleterre pour participer à l'opération Sledgehammer, quittant le port d'embarquement de New York le 5 août pour arriver le 17 août 1942. Certains éléments prirent part à l'opération Torche. Le 531e régiment côtier et la 286e compagnie de transmission constituèrent l'équipe à terre rattachée à la 1re division d'infanterie. Pendant ce temps, le 2e bataillon du 591e régiment de bateaux du génie fut réorganisé en bataillon terrestre et apporta son soutien au commandement de combat B de la 1re division blindée. Le quartier général de la brigade quitta Glasgow le 24 novembre et débarqua en Afrique du Nord le 6 décembre. Le général Wolfe devint ingénieur en chef des services d'approvisionnement le 22 février et le colonel Brown du 531e régiment côtier prit le commandement de la brigade. Le 22 mars 1943, Wolfe rejoint la brigade, mais il est nommé au quartier général des forces alliées le 25 mai et est remplacé par le colonel Eugene M. Caffey. Le 10 mai 1943, la brigade est rebaptisée 1st Engineer Special Brigade. Le 591e régiment de bateaux du génie ainsi que la 561e compagnie de maintenance des bateaux sont détachés et restent en Angleterre pour travailler sur les péniches de débarquement de la marine. En vue de l'invasion de la Sicile le 10 juillet, opération Husky, les 36e et 540e régiments de sapeurs de combat furent rattachés, portant les effectifs de la brigade à plus de 20 000 hommes. La brigade participe ensuite au débarquement allié en Italie à Salerne le 9 septembre. Pour l'opération Avalanche. En novembre 1943, le quartier général de la 1re brigade spéciale du génie retourne en Angleterre, en préparation pour le débarquement en Normandie, opération Overlord. Il est accompagné du 531e régiment côtier, du 261e bataillon médical, de la 286e compagnie de transmission, du 262e bataillon de camions amphibies et de la 3497e compagnie d'entretien automobile de calibre moyen. Ce noyau de 3346 hommes est étendu à 15 000 hommes pour l'opération Overlord. Durant l'exercice Tiger, une simulation de débarquement le 28 avril, des e-boats allemands attaquent en convoi de navires de débarquement et de chars de la 11e force amphibie transportant les troupes de la brigade. 2 LST sont coulés, causant la mort de 413 soldats et faisant 16 blessés au sein de la brigade. Le lieutenant-général Omar Bradley, qui observait l'exercice sans connaître la perte des LST, jugea la performance de la brigade insuffisante et remplaça temporairement Caffey pour le débarquement en Normandie par le brigadier général James E. Wharton. La brigade prend part au débarquement du jour J sur Utah Beach et opérant ensuite en tant que commandement d'Utah Beach jusqu'au 23 octobre 1944, puis sous le district d'Utah de la section de base de Normandie jusqu'au 7 décembre 1944. Sous la direction du colonel Benjamin B. Talley, le quartier général de la brigade retourne en Angleterre et embarque pour les États-Unis le 23 décembre, arrivant à Fort Dix, New Jersey, le 30 décembre. Après 4 semaines de congé, la brigade se réunit à Fort Lewis, dans l'état de Washington. Une partie du quartier général part par avion pour Leyte pour rejoindre le 24e corps en vue de l'invasion d'Okinawa.
tandis que le reste rejoint Okinawa à bord de l'USS Achernar. La brigade est responsable des débarquements à Okinawa du 9 avril au 31 mai avant de se préparer à l'invasion du Japon. Cette invasion n'eut finalement pas eu lieu avec la fin de la guerre, et la brigade débarque en Corée le 12 septembre 1945. Le colonel Robert G. Casper prend le commandement le 1er novembre 1945 et la brigade est désactivée en Corée le 18 février 1946. Le 30 septembre 1986, la brigade est réactivée à Fort Leonard Wood, Missouri, sous le nom de 1st Engineer Brigade, et est intégrée au commandement des entraînements et doctrines de l'armée des États-Unis. Les troupes du génie sont bien souvent équipées comme l'infanterie régulière. Aussi, seul leur équipement varie et l'armement est adapté en fonction de leur spécialité et de leur rang. L'uniforme présenté ici a participé aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement le 6 juin 2024 sur Utah Beach, aux côtés de l'association From Normandy to Victory, avec quelques différences. Mais c'est un honneur pour moi d'immortaliser cet uniforme en vidéo. La chemise M37 était la chemise réglementaire pour toute l'armée américaine. Elle est surnommée moutarde du fait de sa couleur. En effet, elle était réalisée en laine brune, genre de laine qui gratte. Elle dispose de 2 poches sur les poitrines pour glisser des papiers d'identité et autres portefeuilles. L'insigne de la brigade est cousu sur la manche gauche et le grade était cousu sur les 2 manches, le cas échéant. Dessous, les soldats portaient un t-shirt blanc ou vert olive sans manches. Autour du cou de tous les soldats de l'US Army, des dog tags qui indiquaient le nom du soldat, son groupe sanguin, sa confession et son vaccin tétanos. Si le soldat mourait, une partie était arrachée, l'autre restant sur le cadavre. Pour aller avec la chemise M37, le pantalon du même modèle, surnommé de la même manière, était distribué lui aussi à tous les hommes du rang, mais aussi aux officiers. Il était utilisé autant pour le combat que pour la tenue de service, ainsi que la tenue de sortie, comme la chemise moutarde, ce qui prouvait que ce pantalon n'était pas adapté pour se battre. Il y a des passants pour une ceinture, ici du modèle troupe, mais n'était pas fait pour porter des bretelles. Ses poches sont petites, on ne peut y glisser que des petits chargeurs, oubliez donc les chargeurs de Thompson par exemple. En chaussures, les soldats du génie avaient en dotation des bottes de saut, le génie étant considéré comme une unité d'élite qui devait constamment patauger dans l'eau. Cela leur permettait aussi de se différencier de l'infanterie classique qui avait, rappelons-le, le même uniforme. Elles sont réalisées en cuir avec une semelle en caoutchouc, la même que pour les brodequins de l'infanterie, permettant ainsi de changer la semelle si l'usure se faisait trop sentir. Les lacets pouvaient être en coton ou en cuir. On va éviter cependant les suspentes de parachute, les sapeurs n'étant pas des parachutistes. Initialement destiné aux corvées, le pantalon HBT pour Herringbone Twill fut finalement porté au combat comme surpantalon pour protéger le pantalon moutarde, profiter de poches plus grandes et également le traiter contre les gaz. Il existait plusieurs modèles de pantalons HBT et, petite erreur de ma part, le modèle présenté ici n'est arrivé qu'après la Normandie. À date, il n'existe qu'une seule reproduction du bon modèle, fabriqué chez les Américains mais actuellement en rupture de stock. La différence se situe avec la position des poches qui devrait être quelques centimètres plus haut. Le pantalon était bien souvent rentré dans les bottes de saut pour protéger les chevilles. Un rabat se trouve à l'intérieur, sur l'avant, près de la braguette, pour ajouter une protection contre les gaz une fois le tissu imprégné. Apparu en 1941, la Field Combat Jacket, ou blouson de campagne modèle 41, a été distribuée à toute la troupe, que ce soit en Afrique du Nord, en Italie, en Normandie, ainsi que sur le front du Pacifique. Elle permettait de tenir relativement chaud, et certains retournaient même leur veste pour avoir un meilleur camouflage en forêt avec la doublure vert-olive. Elle peut être cintrée à la taille au moyen d'une patte et de boutons. L'insigne des sapeurs est placé de nouveau sur la manche gauche, à 1,27 cm de la couture de l'épaule. Elle se ferme au moyen d'un zip, puis de 5 boutons, et est destinée à être portée col ouvert. Elle dispose de pattes d'épaule et des poches obliques sont placées sur les flancs pour y glisser les mains. Son principal défaut est l'absence de praticité pour transporter du matériel, les poches ne se ferment pas. Pour la tenue de service et la tenue de sortie, le bonnet de police était de rigueur. Il peut comporter le crest, petit insigne à placer sur la partie gauche du calot. Il est réalisé en drap de laine fin ou en gabardine et comporte un liseré rouge entrelacé de blanc, spécifique pour les sapeurs. Certaines versions peuvent avoir une bande de sudation en cuir à l'intérieur pour éviter de s'irriter la tête. Sur ce modèle, elle est en coton. Le casque M1 était composé de 2 parties, un casque lourd en acier et un sous-casque ou liner qui permet de s'ajuster à la taille du soldat, permettant ainsi à tous les soldats d'avoir le même casque lourd avec une taille unique. À l'avant, le marquage en arc de cercle bleu typique de la première brigade de sapeurs spécialisés, du Force ESB. La jugulaire à l'avant permet de maintenir le sous-casque dans le casque lourd et la jugulaire en toile tissée était portée sous le menton pour maintenir le casque ou à l'arrière du casque pour éviter que cela ne pende. C'est ici un ensemble après-guerre retravaillé par Liberty Helmets.
L'équipement de notre soldat est adapté à son armement. Il est léger et fonctionnel, permettant de se passer du pactage complet pendant les phases d'assaut. Il est ici principalement réalisé en reproduction. J'ai choisi de montrer du matériel qui peut être utilisé sans problème sur le terrain, et donc abîmé, les ceinturons Garand originaux étant de plus en plus fragiles. Le ceinturon Garand au modèle 1923 était réalisé en 3 parties, 2 séries de 5 cartouchières et une sangle à l'arrière pour relier les éléments entre eux. Dans chaque pochette, un clip de Garand. Ici une fois encore, des reproductions en caoutchouc pour donner une forme remplie aux pochettes. L'évolution par rapport au ceinturon Première Guerre se trouve dans la présence d'un passant supplémentaire pour sécuriser le clip. Sur l'avant, une pochette M1924 qui se ferme au moyen d'un bouton pression, qui contient un First Aid Kit destiné à être utilisé par un infirmier en cas de blessure, d'où sa position à l'avant du ceinturon. Ici, il contient un vrai kit de soins avec du bandage moderne. Sur le côté gauche, une gourde modèle 1142, glissée dans un quart, lui-même glissé dans une housse modèle 1110. Le bidon et le quart sont des originaux, la housse est une reproduction, les bidons en copie n'étant pas encore au niveau. Pour aider à maintenir l'ensemble malgré le poids, notre soldat porte des bretelles modèle 36, optionnel lorsqu'on a un havre-sac. Il manque cependant des œillets sur le ceinturon Garand, d'où l'écartement assez important des crochets à l'arrière. Sur le flanc droit, un fourreau M7 en bakélite permet de contenir la baïonnette M1 pour le Garand. Elle peut être rangée sur le havre-sac, côté gauche, mais il est préférable pour notre sapeur d'avoir son arme blanche à disposition pour l'aider à repérer les mines. Ici, c'est une reproduction en caoutchouc pour être en sécurité, en reconstitution et en airsoft. Pour compléter le pactage du soldat, qui lui permet de vivre quelques jours sans ravitaillement, un havre-sac 1928, ici en version originale, avec à l'intérieur des rations et un imperméable. On peut aussi rajouter une couverture autour du sac, ainsi qu'une toile de tente et les piquets. Fixé sur le rabat extérieur du sac, une pelle pliante modèle 1143 est glissée dans une housse premier type. Et également fixé sur le rabat du havre-sac, par-dessus la pelle, une pochette pour gamelle, en original également. La pochette peut contenir des couverts dans des compartiments séparés. Les bretelles à l'avant du havre-sac peuvent s'accrocher au ceinturon, mais c'est optionnel, d'où la présence des bretelles M1136. Il était plus confortable d'accrocher les bretelles extérieures de l'avant sur les bretelles arrière pour en faire un sac à dos. Les autres passant à l'avant pouvaient servir à délester un peu le poids en tirant dessus avec les mains. Ce sac n'était pas destiné à être porté au combat, il était abandonné dans un fossé ou dans les camions avant de monter à l'assaut, celui-ci n'étant vraiment pas pratique à transporter. Le fusil réglementaire de la mer américaine était le M1 Garand, premier fusil semi-automatique réglementaire mis en service en 1936. Environ 4 millions de fusils ont été fabriqués jusqu'en 1945, réalisés par plusieurs fabricants tels que Springfield et Winchester. Le M1 Garand fonctionne grâce à des clips de 8 cartouches de 30-06, 7,62 mm, et le tir de la dernière cartouche provoquait l'éjection du clip dans un bruit devenu très célèbre. C'est ici une reproduction airsoft de la marque ANK, dernière version, donc avec une crosse conforme, ce qui n'était pas le cas sur la première version. Passons maintenant au détecteur de mines SCR-625 pour Set Complete Radio. Le SCR-625 est apparu en 1942 pour retrouver des mines métalliques enfouies entre 15 et 30 cm dans le sol. Il est composé de plusieurs éléments. Tout d'abord, un sac de transport BG151F était porté en bandoulière pour qu'il soit accessible facilement. Il permettait de contenir l'amplificateur BC1141G, composé d'une boîte en fer et du boîtier qui contient les batteries et un premier niveau de réglage, en plus de l'interrupteur on-off. Ici, le boîtier a été réutilisé par l'armée française, les étiquettes sont donc passées en français. En effet, de nombreux détecteurs ont été repassés armée française après la fin de la guerre. Les ensembles complets US d'origine sont donc assez rares. Relié à l'amplificateur grâce à un cordon audio spécial, un résonateur 356C permet d'indiquer à l'opérateur quand le détecteur trouve une pièce métallique sous son disque. L'opérateur en avait 2 à disposition, donc un de rechange, et une patte était prévue pour fixer le résonateur sur la patte d'épaule de la veste 41. L'ensemble SCR-625 était donc composé de plusieurs éléments, démontables pour facilement les ranger dans la mallette de transport. Le boîtier de commande BC1140C était relié à l'amplificateur BC1141G au moyen d'un gros câble muni d'une prise étanche très spécifique, ce qui lui permettait d'être alimenté. Sur le boîtier, 2 gros boutons de réglage ainsi qu'un autre interrupteur. Il est relié d'un côté au disque d'exploration C446C, composé d'un manche en bois, et d'une grosse poêle à frire métallique. De l'autre côté, une perche 350C était montée sur un pas de vis permettant d'avoir une bonne prise en main et de rallonger l'ensemble, ce qui donne au passage plus d'allonge et sécurise le soldat. Le tout était transporté dans une caisse de transport CH156G, dans laquelle on avait différents compartiments pour la notice, l'écouteur de rechange, une sangle supplémentaire, et on y rangeait également l'amplificateur et son sac de transport. La caisse présentée ici a été repeinte partiellement après-guerre, et les gabarits intérieurs sont manquants hélas. En effet, j'ai pu constituer cet ensemble en achetant tout séparément. Équipement utilisé spécifiquement pour le débarquement, la bouée modèle 1126 de l'US Navy était distribuée à toutes les troupes débarquant des péniches. C'est ici une reproduction du deuxième modèle à 2 boutons pression, quand le modèle utilisé pour le débarquement en avait 3.
C'est cependant le seul détail qui change en fonction des versions. Elle contenait 2 cartouches de CO2 qui permettaient de gonfler la bouée rapidement une fois percutée. Dernier accessoire qui fut distribué pour le débarquement, mais qui a pu être conservé par la suite, la musette étanche M7, destinée à contenir le masque anti-gaz M5. La housse était destinée à être ouverte très rapidement en cas de suspicion d'usage de gaz de combat sur les plages, ce qui n'a finalement pas été le cas, d'où son emplacement très proche du visage. Elle se replie puis se ferme au moyen de boutons pression. À l'intérieur de la musette, notre soldat a également placé son brassard anti-gaz, qui va changer de couleur au contact de gaz de combat. Notre soldat pourrait être encore plus chargé et transporter des piquets et du ruban blanc, permettant de signaler la présence de mines. Il peut également avoir une sonde métallique pointue pour trouver les bords de la mine, mais il a choisi d'utiliser sa baïonnette, d'où la présence de cette dernière sur le ceinturon et non sur l'havre-sac. Cet ensemble de détection ne fonctionne pas, hélas. Je n'ai pas les batteries adéquates pour le refaire fonctionner. A noter que certains soldats préféraient la carabine M1 pour combattre, le Garand étant très encombrant, mais ce fusil était plus efficace que la carabine. Et les munitions également plus faciles à retrouver, surtout avec une mitrailleuse calibre 30 dans le coin. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore la petite musette pour son soutien. Retrouvez la boutique de Bertrand en suivant le lien présent dans la description. Et quant à moi, je vous rendrai prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Il y a un point sur YouTube où l'histoire revit, où les récits de guerre ne sont jamais enfouis. Néo 035, c'est son nom, son étendard, spécialiste de l'airsoft, il brille comme un phare. Passionné par la seconde guerre mondiale. Ça fait un gros cul. Non, on a l'impression que t'as la trace de la culotte. Même l'allemand, il trouve ça juste paix.